émo ah OK. Donc this meeting is being recorded. J'ai oublié. Hem, ah oui, tout le début, il faut qu'on redémarre au début? Ah non, non, Ah, non, vous êtes t'inquiète. hyper content. Donc il faut travailler effectivement la partie plus émotionnelle. La partie plus émotionnelle, on va la travailler avec, le pourquoi de ma marque, pourquoi elle existe, mais aussi le contenu, le tone of voice, la personnalité, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait votre marque, donc comme une personne tout à l'heure. Et puis après, concrètement, qu'est-ce qu'elle apporte, quels sont les services, comment elle le fait, et sous quelle forme on peut le voir, le côté plus, rationnel. Slide suivant. Alors, cette slide, j'ai hésité à la mettre parce qu'à chaque fois que j'accompagne des entrepreneurs ou même quand j'ai donné des cours aussi sur le planning strat, on me dit: «Ouais, ouais, non, mais moi, je vais travailler mon bouche à oreille». C'est par le bouche à oreille que enfin, c'est génial, hein, mais effectivement, même le bouche à oreille et vous le voyez bien aujourd'hui, avoir une communauté, beaucoup de followers, c'est pas évident, il faut bien la travailler. C'est aussi une stratégie. Par contre, dans sa stratégie de communication, travailler vraiment la communauté, ça peut faire partie de votre stratégie business. Je pense à des marques comme c'est une marque d'Yves Rocher qui s'appelle Stanome, qui eux, c'est que vendu, c'est un peu les réunions Tupperware des produits de maquillage, mais aussi des produits d'entretien de maison. Et là, c'est volontairement sa stratégie marketing et de communication, elle est de travailler autour de sa communauté et qu'après ça se travaille en bouche à oreille. Mais c'est un investissement, c'est pas, juste parce que, vous êtes mignon, vous êtes gentil que ça se dit mais Marketing pyramidal, c'est ça? je sais pas, peut-être oui. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Je vais, parce qu'après moi moi j'ai plus la pyramide de marque en tête, mais, Tu sais, c'est quand tu recrutes des vendeurs ah oui, et puis qu'après, du coup, tu tu et tu en présentes fais tes des produits ambassadeurs. pour Mmh, ouais, des ambassadeurs. En fait, ça vient des acheteurs et aussi des ambassadeurs. exactement. Le Ponzi. pont-vie. Le pont-vie? Oui, non, ça c'est plus explique alors vas-y, explique-nous Théo en même temps si tu veux le le réflexe de Vas-y, Ponzi. vas-y mon Théo. Donc vous Théo, êtes pas Théo. seul et effectivement par contre, c'est important et l'intérêt de la marque aussi, c'est ça, c'est de se dire que, tiens, si elle a bien compris votre message, elle pourra, le transmettre aussi en fait. C'est ça c'est aussi ça l'intérêt de simplifier ou de oui, c'est pour ça que Oui. de simplifier en fait votre branding pour pouvoir faciliter aussi à votre communauté pardon, elle-même de transmettre et de devenir aussi ambassadeur de votre marque. Slide suivante. Donc la fameuse question tout à l'heure en fait, le marketing versus le branding. En fait, si on regarde un peu de l'œuf ou de la poule, le branding c'est plutôt aux prémices justement. Après vous pouvez le changer, mais c'est plus sur du long terme où, vous travaillez votre branding et après en fait le branding va venir donner en fait toute la logique après sur vos actions marketing. Alors que le marketing, c'est vraiment une stratégie de mise en place pour vendre et promouvoir, votre, produit. Alors il y a plein de choses, là je vous ai juste marqué, les 4 P, mais sur l'analyse. Marketing, c'est marketing, donc la mise aussi, en place sur le marché. Slide suivante. Donc finalement, le marketing sont toutes les actions des mises en place pour être au service de votre marque. Le branding, lui, va guider toutes les actions de marketing, alors que le marketing, lui, révèle, vient en soutien finalement à tout ce qu'on aura mis sur la stratégie de branding en amont. Est-ce que déjà vous avez des questions? Est-ce que c'est clair un peu sur toute cette partie? J'aurais une question, moi. Mmh. Déjà, c'était très clair, hein. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses, c'est incroyable en si peu de temps. Ah bah Et super, merci. j'allais dire, c'est quoi pour toi la bonne stratégie de base pour une marque débutée qui veut avoir un branding, on va dire, assez cohérent et quelques éléments à prendre en compte pour vraiment démarrer sur de bonnes bases?
Donc, on va le voir aussi un petit peu juste après sur comment sur le branding, mais c'est déjà en fait d'établir le socle de ta marque et de dire, quel est ton on va le voir juste après en fait sur le why et en fait la raison d'être de ta marque. Ça, c'est pour moi, c'est important. À quoi elle va correspondre, qu'est-ce qu'elle va offrir, mais travailler en fait je sais pas, vous connaissez le principe du golden cycle ou pas? Charles, tu connais ou pas toi? Non, moi, non, pas du tout, non. Je connais pas. D'accord. C'est justement juste après, je vous ai mis et je vous inviterai aussi à aller le regarder, Simon Sinek mais je vous ai mis les noms juste après, sur YouTube où lui, il vous explique justement et je vais en parler, juste après. Il vous explique justement l'importance d'aller réfléchir sur le pourquoi de sa marque, le why, avant de uniquement se dire que mon produit, c'est mon what, ce que je vends, mon quoi, mais de réfléchir plus à sa marque. Et en fait, quand tu réfléchis déjà pourquoi tu fais ta marque. Après, l'étape 2, c'est de se dire: «OK, qu'est-ce que je vais finalement, proposer comme offre? Et en cohérence, quelle est la capsule physique?» Donc finalement le design, le nom, l'univers graphique, l'identité graphique de ta marque. Donc c'est ces 3 étapes-là qu'on va voir là, juste sur cette partie-là. Tu t'hésites pas Charles, si c'est encore pas clair après cette partie? Non, bon, en fait, j'ai compris assez chaud, mais c'est impatient de voir la suite. C'est impatient, ça dérange pas davantage. Ça marche. Donc voilà. Pour les autres, on répondra aux questions, je pense plutôt à la fin. Si vous voulez bien, on va avancer parce que ça se trouve, vous allez avoir les réponses sur la suite. Et puis après, on OK, reviendra sur les questions, ouais. ça marche. Hem, donc le branding, vous l'avez compris, donc il va falloir identifier en fait qui vous êtes vous. Ça, je vais repartir après je vous les ai quand même mis parce que pour que vous puissiez avoir cette slide-là, ça résume quand même pas mal aussi, justement pour la création de la marque. Vous, pour qui vous en parlez, ensuite votre why et le comment vous le faites, donc vos principes, valeurs, la personnalité, le ton de voix aussi, pour que tout soit en fait soit cohérent. Et alors là, c'est plutôt ma casquette, vraiment entrepreneur. Commencer, c'est-à-dire essayez pas d'avoir ni la marque parfaite. En fait, les 3/4 des marques, tous les entrepreneurs que j'ai pu, accompagner ou côtoyer, sur, les 5 dernières années, je pense par exemple à Lavi. Lavi, ils font le jambon végétal, la marque rose, un peu, avec, un ton de voix qui est pour le coup assez drôle en communication. Ils ont une illustration, d'un cochon qui est un peu improbable sur leur pack et tout. Mais ils se sont lancés, ils sont allés avec, ils avaient effectivement, une idée claire au début, une conviction d'être disruptif, d'être, très différenciant en rayon parce qu'à côté des Herta classiques ou des tranches de jambon, donc là, ils ont un côté très un peu pop finalement dans les rayons pour pouvoir, être, visiblement reconnaissables. Parce qu'ils avaient bien identifié ce qu'on appelle le pain point en point de départ, c'est-à-dire, que, il faut surtout pas que je glisse et que je sois confondue avec un vrai pack de jambon, en rayon. Et eux, au bout de 5 ans, 3 ans en général, après quand une start-up se lance, c'est plutôt au bout de 3 ans, on commence enfin à vraiment se poser la question du branding. Souvent, on est, à se dire: «Ouh là là, il faut juste que je me lance», mais si vous pouvez quand même commencer à avoir dès les premières années des éléments de singularité par votre branding, ça peut aussi vous permettre d'engager l'ensemble de vos parties prenantes et là, je parle même des investisseurs. C'est-à-dire que si vous avez un ton de voix, heu, qui est juste, qui est entraînant, qui est en même temps différenciant sur le marché, ça va vous permettre de convaincre beaucoup plus facilement, même pour vous d'écrire vos pitchs, lors de sessions de pitch, vous en avez sur Pépite, non, je crois à la fin du parcours? Heu, non? Heu Tout le temps. Et pitch tout tout le le temps. temps. Ouais, Tout donc le temps. en fait, ça vous permet aussi, même pour vous, de vous détacher de uniquement vous, même en termes de timidité. Moi, j'en ai fait un sur le stand de KPMG sur Vivatech pour une asso que j'ai montée aussi. Le fait de créer sa marque, ça nous permet aussi, en tant qu'entrepreneur, de sortir de soi
et de se dire: «Mais non, mais là, en fait, je suis en train de me mettre dans le rôle de ma marque qui, elle, a un message à faire passer». Donc ça peut être intéressant, mais surtout, n'ayez pas peur non plus de la page blanche. Lancez-vous, faites-le avec les meilleurs traits que vous pouvez avoir et la meilleure conviction et dans 2 ans, 3 ans, si jamais c'est justement ça commence à venir par rapport au retour que vous pouvez avoir aussi de vos parties prenantes, et ben, vous pouvez l'affiner au fur et à mesure. Donc vas-y sur la slide suivante. Donc l'étape 1, c'est déjà de faire l'état des lieux. Souvent, on a envie de répondre très vite et de faire un logo, mais le design, c'est la dernière étape. C'est, même si tout ça, vous pouvez très bien le faire en une seule journée, hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien là, par rapport à vos projets, dire: «OK, je me lance, mais je le fais, sur une journée, mais d'abord, je prends quand même le temps de faire step back, un pas de recul sur l'état des lieux de vous, finalement, face à un marché. Pas juste vous, mais vous, qui vous êtes en tant que compagnie. Alors oui, quelle va être votre offre en une ligne? Quelle fait aussi la spécificité de votre équipe? Si vous êtes, je sais pas, complètement introverti, mais plutôt qu'est-ce qui va faire que vous avez, je sais pas, par exemple, un diplôme ou une expérience dans votre vie qui est si particulière qu'effectivement, on va croire encore plus aussi dans votre projet ou dans votre branding. Moi, j'ai monté une association pour dématérialiser la petite pièce dans la rue. Dans mes petits éléments où je me disais spécificité, je me dis: «Est-ce que je le raconte? Est-ce que je le raconte pas?» J'ai fait du couchsurfing chez un mendiant à Malaga. Bon, paf, ça permet en termes de se dire: «Ah ouais, bon», soit susciter l'intérêt, soit en se disant et en même temps en disant: «Bah, oui, j'ai été sur le terrain, j'ai rencontré aussi des personnes qui m'ont donné des tips pour être un super mendiant». Bon, c'est longue histoire qu'on va faire courte là maintenant, mais c'est des éléments de singularité qui vont aussi façonner aussi votre marque, et quand on est entrepreneur et quand on démarre, ou quand moi j'accompagne des entreprises qui sont très jeunes, je m'intéresse toujours aux fondateurs parce que c'est eux les premiers ambassadeurs, les porte-drapeaux. On revient sur nos héros du tout début de présentation, qui vont en fait être l'incarnation vivante de votre marque. Donc c'est bien de le mettre aussi un peu à plat. Quelles sont vos spécificités? Pourquoi vous êtes particulièrement les meilleurs porte-drapeaux de votre marque que vous êtes en train de créer? Des éléments de singularité aussi. Après, ça peut être soit sur le ton, soit sur vos forces. Donc, on le voit juste après sur l'analyse de la concurrence. Heu, les concurrents principaux, quels sont leurs positionnements à eux? Ça peut être juste une ligne, on n'a pas besoin de faire une thèse sur tout ça. Mais c'est, bon, OK, j'ai identifié deux trois concurrents, qui sont très forts, mais attention, il y a aussi des plus petits qui, eux, sont un peu des pure players ou qui commencent un petit peu aussi à émerger et qui font que le marché est en train de se transformer aussi par eux. Regardez un peu leur positionnement, là où ils sont forts, là et analyser, en fait, tout ça. Ça, c'est votre première étape sur vous. Et aussi, face à ça, vous avez toujours les gens, votre cible, vos cibles, où là, en général, on fait un travail sur les personnages. Je crois que vous avez fait un atelier, avec Pépite aussi sur les personnages, non? Ça dépend, parce que là, en fait, là, c'est mélangé entre Créa Campus et les étudiants Mmh. entrepreneurs. Donc, ouais, pour certains, oui. Et puis après, ça dépend des écoles aussi dans lesquelles ils sont. Ouais. Donc certains ont pu voir, ouais. Mais tu peux faire peut-être Un petit j'ai mis une un petit slide après avec un reminder. exemple. Ouais, le persona, en fait, c'est essayer d'identifier entre les 4-5, allez max, parce qu'il faut pas non plus en faire trop, parce que si on a trop de personas, on finit par plus avoir on a des cibles qui sont trop larges et on parle à tout le monde. Mais persona, c'est identifier vraiment le portrait type de votre cible, ce qui les intéresse, quel est leur problème, quel est leur besoin et en quoi en fait votre produit ou va pouvoir répondre à leurs demandes. Si tu passes sur la slide suivante, et j'ai justement donc ça c'est un exemple pour Quertix. Quertix, c'était une start-up qui voulait lancer une marketplace, où, quand on achetait en fait parce que leur constat, c'était de dire que quand on achetait des marques, engagées, souvent c'était des marques qui étaient très chères. Là, tout à l'heure, on a parlé de Patagonia et qui étaient pas forcément accessibles pour toutes les bourses. Donc en fait, la fast fashion continuait à prendre des parts de marché et donc eux, ils voulaient utiliser la crypto
pour avoir un cashback. C'est-à-dire que ils avaient en fait, quand on achetait une marque engagée, positive, ils reversaient sous forme de cashback en crypto et ensuite ils permettaient de pouvoir racheter en fait d'autres marques et ça c'était censé faire justement tout ça, quoi. C'est censé faire tout un cercle vicieux, vertueux, pardon, pas vicieux, vertueux autour de la consommation positive. Et donc là, forcément, étape 1, ce qu'on a fait, en fait, pour essayer d'établir un peu c'est qu'on a été chercher le marché, la singularité. Donc, en fait, se dire que c'était bien plus qu'un outil. Comprendre aussi que Quartix s'inscrivait aussi dans la mouvance sociétale de fond qui était cette consommation responsable et quelles étaient les attentes de leurs cibles. Donc, je vous le montre juste après ça. Quartix, c'est aussi une proposition, par contre, d'avant-garde. Donc, il fallait garder cette dynamique aussi très novatrice et en même temps, la crypto, ça pouvait faire peur et ça, tu peux passer sur la slide suivante. On a analysé les personas. Donc là, il est assez complexe, assez complet et encore, il n'y a pas, les touch points, sur le persona aussi, on peut faire donc ses caractéristiques, le pain point, donc qu'est-ce qui le dérange aujourd'hui et en quoi ma marque peut y répondre. Et donc finalement, là, je fais par exemple sur la Gen Z, le conso trader, le consommateur qui est à la fois smart discount, donc ça veut dire qui est malin, mais qui cherche quand même la bonne affaire pas trop chère, si des hommes ou des femmes. Je crée mon propre pouvoir d'achat sans compromis pour la planète, donc ils sont quand même assez engagés aussi. Je vois les marques avec du sens, du beau, mais bon, je pourrais pas me les payer forcément, ça c'est le pain point. Donc l'insight, c'est avoir enfin accès aussi bien dans le fond que dans la forme, donc pouvoir avoir ces marques qui m'attirent parce que justement je fais je deal sur cette plateforme un peu presque de gaming aussi. Donc on avait en fait identifié en haut, vous voyez le Conscious Gen Z, l'engagé bobo prospectiviste, l'actionnaire du nouveau monde où là c'est plutôt l'investisseur un peu, mais qui finalement était ancien crypto, ou le crypto aficionados lui aussi sur cette partie. J'ai volontairement pas trop prolongé sur les personas, Damien, si ça te va, mais Ce serait bien, hein. ok. Euh, J'enchaîne? ouais. Donc là, step 2, mon fameux Simon Sinek, donc le Golden Cycle. Donc je vous les ai mis là en bas. Le TEDx est dispo donc sur YouTube. Lui, il a un super TEDx sur justement identifier donc le point de départ autour de votre marque, le pourquoi. Les gens achètent la raison d'être de votre entreprise et pas forcément juste votre produit. Et souvent, quand on démarre un business plan, on est focus par notre produit parce que oui, on est en train de travailler sa fonctionnalité, mais si vous voulez engager le maximum de personnes et surtout la cible qui vous correspond, la cible qui correspond à ce que vous êtes en train de faire, travaillez votre pourquoi, donc la raison d'être. Les gens n'achètent pas donc ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites? Ça passe sur la slide suivante, s'il te plaît. Et il l'a expliqué avec, justement avec Apple. Apple, lui, contrairement à pas mal en fait et Steve Jobs il n'a pas dit s'il avait démarré par son what, donc je vends juste des ordinateurs, il aurait été aussi à côté d'IBM, tous les autres acteurs, mais il vendrait un ordinateur. Et lui, non, au contraire, et c'est ça qui a fait la grosse force d'Apple, c'est qu'en fait, il a vraiment travaillé son why et la raison d'être effectivement d'Apple, c'est dans tout ce que nous faisons. Nous défions le statu quo, nous croyons en ce que nous faisons et c'est une manière de penser finalement qui est différente. Donc le think different, il vient du why. Et le comment ils le font, donc on se concentre sur la conception, oui, de produits qui ne sont pas seulement fonctionnels, mais qui sont aussi esthétiquement plaisants et faciles à utiliser. Et donc finalement, quand on a le produit, c'est une façon aussi de dire, moi, je suis ambassadeur d'un monde différent ou d'une façon différente de penser. Et what, donc le produit, c'est des produits concrets qu'Apple offre, tels que des ordinateurs, des téléphones ou des tablettes. Mais c'est que le résultat du why. Donc quand on construit sa marque, cette étape-là aussi, elle va être justement de déterminer sa mission. Quelle est votre mission? Donc dans votre business plan, quand vous aurez un petit peu travaillé aussi ça, vous pourrez juste avoir ces 3 cases-là en disant, d'étape 1 de ma raison d'être, ma mission.
quel rôle vous jouez, quel rôle vous jouez sur le marché. Donc là, pour Patagonia, c'est notre entreprise existe pour sauver la planète. J'ai une vision en fait par rapport à, peut-être par rapport à Guillaume sur le fait la philosophie en fait devrait être quelque chose qui soit, beaucoup plus elle est très mal dite comme ça, il faut après la travailler un tout petit peu, mais, inculquée parce que, la philosophie, libère le monde. Je sais pas. C'est après, et le monde, pas dans le côté terrestre, mais peut-être dans le côté, vulgarisateur plus. Et les valeurs, donc après, c'est, travailler en fait les principes guides, de votre comportement ou de votre attitude. Là, il y en a 5 sur le site de Patagonia: la qualité, l'intégrité, l'engagement environnemental, la justice, le non-conformisme. Mais ça, c'est un peu je vous ai mis le lien, sur, je sais pas s'il est actif sur le PDF, hein, mais sur, je Il est complètement actif. Regarde, c'est incroyable. waouh! Oui, non, ça, c'était les valeurs de Patagonia. Mais, non, c'était un autre, c'est effectivement, je voulais vous mettre les archétypes de la, des je vous le remettrai juste après dans le chat. Les archétypes de Carl Jung qui sont en fait les différentes personnalités de vos marques et là, c'est toute une roue avec est-ce que votre marque, elle est plutôt, innovante, elle est plutôt, confortante. On peut avoir sur des marques de comfort food justement, très chaleureuses, le côté bonne maman ou, maternelle. C'est pas parce que c'est bonne maman, c'est aussi sur tout l'univers en fait que ça va créer à côté. Les archétypes de Carl Jung, qui peuvent aussi vous aider pour travailler vos valeurs et vos personnalités. Et donc en étape 3, donner vie, donner vie. Donc quand on a finalement fait toutes ces 2 premières étapes sur, notamment sur la mission et sur, les valeurs de votre marque, là, vous avez votre socle et là, vous pouvez commencer à dire: «Bon, bah, alors la culture de mon entreprise, elle est plutôt comme ça, le ton de voix, comment je parle, la personnalité». Ah oui, je vous ai remis effectivement là les brand archétypes de Carl Jung, de votre marque et l'identité de marque. Donc et tout ça, ça va découler de façon très fluide, sur l'univers visuel, le logo, les couleurs, heu sur Canva, parce que je pense que, pour ceux qui connaissent Canva, on retrouve très facilement même, ce qu'ils appellent, on tape, tableau de marque et on va avoir les tableaux de marque qui résument et là en une page, on peut avoir l'identité de la marque qui est, le logo, les couleurs, les quelques posts des réseaux sociaux et cetera que vous pouvez, créer facilement et très esthétiquement, pour vos marques que vous êtes en train de créer. Vas-y, passe. Donc le design, je vous parlais que finalement quand on parle de la marque, j'aurais pu vous faire un cours que sur le design, mais vous avez compris que finalement, le design, c'est, la partie visible, de tout ce qu'on aura travaillé avant. Donc le design, c'est l'ambassadeur silencieux de votre marque, et j'aime beaucoup cette phrase par rapport à justement à toutes les valeurs et tout ce qu'on vous aurait mis dedans, par rapport à la cohérence de marque. C'est super ce que tu dis, hein. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est peut-être pour ça que tu dis ça. Non, mais ce que tu dis tout court. Donc je pense que, bah, la conclusion, c'est un élément à forte valeur ajoutée pour votre business plan et j'espère que je vous aurai convaincu que, vous aurez la possibilité d'engager beaucoup plus fortement si vous ne passez pas non plus cette étape-là. Il y a des notions qui sont assez lourdes et tout ça parce que j'ai voulu vous donner le maximum de choses et là, l'objectif aussi, c'est que vous vous amusiez aussi avec tout ça parce que le propre de l'entrepreneur, c'est de ne pas s'épuiser, donc de trouver de l'énergie aussi dans ce que vous faites. C'est pour vous dire, donc je vous parlais tout à l'heure de mes 2 boîtes, Mademoiselle Monsieur et Bob. Moi, j'ai monté Bob, donc là, ce studio de graphisme, plus petite agence et en termes de personnalité, je m'éclate beaucoup plus sur Bob parce que, je peux, c'est Bob le bricoleur, ça pourrait très bien être Bob l'éponge, mais en même temps, ça peut être aussi, un peu plus provoque. Alors que Mademoiselle Monsieur, c'est quand même un atelier, une marque qui est plus, de l'étude de fond, de la plus intello. Donc, on peut moins faire de blagues avec, Mademoiselle Monsieur. Le branding fait partie de votre business, gardez-le en tête, utilité, impact et ça vous donne aussi les directions stratégiques, à l'avenir. La 1
travailler donc c'est un récap, hein, de ce qu'on s'est dit, votre analyse de marché, la compréhension de votre cible, c'est important. 2, positionnement de marque, donc c'est le finalement, c'est créer la carte d'identité, de votre, business avec les mission, vision, valeurs et enfin après façonner plus justement votre marque en cohérence avec le ton de voix, l'identité visuelle, la culture ou la façon de communiquer et enfin de là va découler après tout simplement la stratégie de communication. J'ai vu qu'il y avait une question notamment sur les ambassadeurs aussi derrière et voilà. Bonne question. Il y Merci. a un peu de questions. Il y a un peu de questions. Merci beaucoup, Mathilde. Ça roule pour vous? Ah 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 ah. Non, ils n'ont pas compris la blague. Non, Merci beaucoup, Mathilde. merci. Mathilde Rouleau, il y a ici des questions pour toi que d'abord je vais te poser et ensuite le chat, vous allez poser vos questions. Alors je vais tenter d'y revenir. Oh purée, dès que vous remettez des questions, ça me fait bugger. Alors ouais, comment on sort ce type de persona depuis la base de données des consommateurs actuels ou via une enquête? Comment en fait on sort, c'est une question super intéressante, comment on sort un persona, Mathilde? Alors, là, moi, par exemple, pour créer ces personas-là sur Quartix, c'est tu peux le faire alors d'enquête. Ta question, c'est vraiment sur le identifier déjà les 4-5 personas, de départ sur ton projet, c'est ça? Alors, après, oui, alors, après, tu peux faire ça en étapes. Déjà, comment on a les types de personas, et après, comment on a tout le reste, quoi. Le côté De plutôt, Insight et euh, tout ça, ouais, c'est ça. c'est des études aussi croisées. C'est-à-dire que moi, le point de départ, c'est déjà d'identifier, qui, va être, intéressé. Souvent, on peut travailler plutôt en cercle. Étape 1, c'est qui va, acheter le premier votre offre et là, vous allez creuser en se disant: «Bah, tiens, est-ce que c'est, hem, les étudiants?» Je suis désolée, c'est parce que j'ai, juste le projet de de Guillaume en tête au début, mais heu, les étudiants, quel type d'étudiants? Et là, c'est souvent en enquête, moi j'ai fait aussi des enquêtes qualitatives. Ce qu'on fait, c'est on regarde les étudiants qui sont présents, mais il faut aussi penser à quels sont les étudiants qui ne seront pas intéressés. Ça permet un peu de cibler un peu plus votre type de client. Donc c'est déjà vous, de vos convictions, les cibles que vous avez analysées et après, c'est de regarder aussi par rapport au marché que vous avez regardé en disant, bah, qui sont les consommateurs? Et il y a quand même pas mal de données qu'on peut trouver sur internet sans forcément faire des études directes. Mais je vous pousse quand même à aller faire des interviews conso et des études quali, quand vous lancez une entreprise. Ouais, je pense. Alors, je me permets, Mathilde, c'est vrai Oui, que à force aussi d'en faire, on s'aperçoit que il n'y a pas non plus 1000 façons de vivre, 1000 façons de consommer. On va voir, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, que une famille avec, je sais pas, 2 enfants qui, voilà, ils ont ils sont tous les deux niveau technicien ou assistant, CSP+, ouais. avec des salaires très bien, enfin corrects. Et ben le week-end, le samedi, vous allez plus les retrouver dans les hypermarchés ou dans les centres commerciaux qui sont en périphérie de ville, qui sont pas en centre-ville. Enfin, c'est pas des clichés, mais en fait, c'est des façons de consommer qui sont qu'on peut croiser, en tout cas. Alors, je sais pas si je m'exprime bien, Mathieu, parce que moi, j'ai pas les termes de l'expert, mais en fait, c'est des façons de consommer voilà, qu'on peut retrouver chez les mêmes typologies de personnes, quoi. C'est un peu ces fêtes des caricatures, parce que c'est-à-dire Ouais, c'est ça, c'est c'est, ça. c'est sans le côté négatif de la caricature, mais oui, ce que tu dis Damien, parce que c'est un peu, bah, parce qu'on sait que la personne qui va avoir, ses 3 enfants, bah, elle va avoir un rythme quand même de vie qui va être, surtout si elle bosse aussi. Si par contre c'est, une famille, CSP++, donc je sais pas moi, ils vont à toutes leurs vacances, au Club Med, c'est là, je suis pas en train de juger du tout. C'est plus que effectivement, ça sera pas une CSP-, une catégorie socio-professionnelle qui a moins donc moins les moyens, qui a des qui c'est pas Club
Club Med ne cible pas du tout ces personnes-là. Donc en fait, aller chercher un peu aussi pour pouvoir identifier vos cibles, et mieux les comprendre, un peu la caricature de vos profils et affiner par des recherches. Mathilde, une question de Théo Larchier. Que pensez-vous de la tendance qu'ont les entreprises à simplifier à l'extrême leur logo, comme eBay par exemple? Est-ce que ça nuirait pas à la reconnaissance de la marque? Alors, je crois qu'on parle de flat design aussi. Ouais, après il y a aussi depuis, quelques années, il y a dans le luxe, Balenciaga, Dior et cetera, où ils ont sursimplifié. Je crois il y a une image qui passait aussi un peu sur les internets, où, justement on voit les logos et c'est la surhomogénéisation des logos. Moi par exemple, j'aime pas du tout le nouveau logo de Jaguar. Je trouve que là, Ça, pour le c'est coup, mais mais ouais, ça mais serait un débat qu'il ne c'est faut là peut-être où ils pas ont bien lancer maintenant. géré. C'est là où ils ont vachement bien géré leur truc, c'est que ça fait débat. Ouais. C'est comme La Redoute, Heu, quand il est sorti, tu vois? Et maintenant on n'en parle plus. oui, après il y a effectivement les Ouais, changements qui peuvent Jaguar Redoute, hein. déranger un petit peu et cetera. Ouais, Jaguar Redoute quand même, donc qu'est-ce que je pense effectivement de ces logos qui perdent un peu de leur personnalité? Je pense que c'est aussi des modes, un peu graphiques, sur lesquels, par contre c'est des paris aussi des entreprises. Je vois Burger King qui a changé son logo un peu justement en flat aussi. Je l'ai pas en fait celui d'IBM là en tête, c'est pour ça que, Celui de c'était IBM, non? Celui que eBay? Théo C'est le nouveau, alors, c'est quoi le nouveau logo? C'est celui-là? Je crois qu'ils sont partis là-dessus. Attends, je partage. Hop. Ils sont partis sur celui-là. ça fait longtemps, non? Ou après c'est Mais peut-être, tu vois, ils sont partis sur un truc un peu Google, quoi. oui, bah, c'est ça, c'est effectivement quand on voit le logo à gauche et le logo, Google, bah, moi je trouve que c'est des traits en fait qui simplifient d'un point de vue graphique, mais ça c'est des tendances graphiques, c'est pas que Heu, je trouve qu'au contraire, de regarder cet exemple-là, c'est hyper intéressant, Théo, je crois, qui, là-dessus, parce que, c'est bien montré qu'en fait, la marque n'est pas qu'un seul logo non plus. Ça va être tout l'univers aussi qui va pouvoir, ressortir et parce qu'en fait, là, on les voit de façon tout seul, mais en fait, le logo, oui, non, je sais pas pourquoi tu l'appelles le logo de Pas de me le Jaguar. sortir, le nouveau logo Jaguar. Et c'est des tendances sur, quand on est, là sur, des outils un peu, tech, là les 3-4 couleurs, mais c'est dommage parce qu'en fait, ils ont un peu perdu, oui, leur personnalité, hem, mais le fait d'avoir aussi des typos un peu dansantes, ça pose moins la stature que peut avoir, un eBay aujourd'hui, alors qu'à l'époque, c'était effectivement bien dans tous les sens. Voilà, Jaguar. Mais là, Là pour ouais, ils ont fait un truc un peu luxe avec ce monogramme. oui, ils ont fait Guerlain si tu veux à la On façon, fait Guerlain ou Jaguar. Gucci, ouais, le Gucci, Ouais. c'est ça. Ça, tu portes en ceinture, hein, en ceinturon. Mais c'est ça qui a dû plaire au directeur marketing, sur le moment où il l'a acheté, mais Ouais. Ouais, mais c'est la nouvelle, c'est le flat design, quoi. C'est vachement à la mode, le flat. mmh, bah, si tu Alors, simplifies Mathilde, aussi, c'est pour pouvoir c'est effectivement dans les logos comme ça, des logos, là de assez simples, c'est qu'ensuite tu peux aussi les faire décliner sur beaucoup de choses. Regarde la typo de Pépite c'est derrière. comme le noir et blanc aussi, où du coup, c'est déclinable. Mathilde, penses-tu qu'il serait plus judicieux de faire comme avec le lancement ou la création d'un produit? Attends, je comprends pas trop. Penses-tu qu'il serait plus judicieux de faire comme avec le lancement ou la création d'un produit, identifier d'abord les besoins d'un consommateur pour créer l'univers d'une marque? Ah bah oui, c'est ce que je mettais dans l'étape 1. Je suis totalement, d'accord Charles, justement là avec toi. C'est pour ça que si c'est plus clair par rapport à la question que tu me posais avant. Là, sur l'étape 1, c'est déjà comprendre qui toi tu es, ton marché et justement ta cible. Si tu as bien compris effectivement quels étaient ses besoins et son univers, qu'est-ce qui lui parle d'un point de vue sémiotique, donc d'un point de vue de code? Si tu vas parler par exemple, que, là, je dans l'exemple de Quertix, au geek un peu digital, et lui, il bouffe de l'univers crypto toute la journée.
il faut qu'il y ait quand même si tu lui mets une petite typo verte, un truc un peu avec un crème et puis de la matière, il va dire mais ça me parle pas du tout. Il va pas du tout se sentir concerné parce qu'en fait, il faut se mettre dans l'intérêt de faire des personnages, c'est se mettre aussi dans les baskets et dans l'univers visuel dans lequel on est un peu constamment. Comment on identifie les ambassadeurs? Est-ce qu'on devrait faire un personnage pour cibler le meilleur entre guillemets? Euh, Oui, je pense que c'est un petit peu quand tu as fait tes fiches avec tes X personas, tu vas aussi trouver quel est ton potentiel ton persona à plus forte valeur ajoutée pour ton business. Et c'est certainement sur celui-ci où tu vas aller investir un peu plus de communication. Après, c'est pas forcément celui-ci qui va être l'ambassadeur premier. Tu peux aussi avoir en fait au sein de tes personas des personas qui vont peut-être acheter un peu moins, mais qui vont être eux plutôt des porte-paroles plus fortes. Ça peut être intéressant justement quand tu cherches un ambassadeur. Par exemple, Veja, c'est une marque hyper engagée. Je suis pas sûre que c'est principalement à toutes les nouvelles générations hyper engagées qui vendent le plus. Je pense qu'ils vendent plus aux bobos de Paris 9, Paris Bobo, qui pourtant sont beaucoup moins dans les manifs ou concernés par des causes sociétales. Si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Tac, tac, tac. Est-ce que vous avez des questions? Alors oui. Mon produit est une box repas pour les sportifs. Les couleurs On de la dirait marque une blague au début. Alors, mon produit est une box. Vas-y. repas pour les Ouais. sportifs. Les couleurs de la marque sont le bleu et le orange. Comme l'orange bleu d'ailleurs. Après avoir montré la DA du produit à des amis, on me dit que ça leur fait penser à Basic Fit ou à l'orange bleu. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est orange bleu. Je ne sais pas si c'est négatif puisque au moins le produit évoque le sport. Alors, déjà, je vais répondre, c'est attention à pas vous enfermer. L'objectif de ma presse aussi, c'est ne vous enfermez pas que dans le design. Le design, en fait, moi, je pense qu'il faut que tu vois effectivement sur les box repas. Et puis, c'est hyper intéressant d'aller demander, oui, surtout dans le design, qu'est-ce que tu penses de mon produit? Mais tu vas avoir des personnes qui vont dire, ah, j'aime pas le violet. J'aime pas. Et donc, sur le j'aime pas, faites attention parce que ça va plus vous casser les pattes qu'autre chose. Moi, j'ai fait la porte au bout de mon couloir. C'est les couleurs de mon mariage, en jaune et bleu. Et après, j'ai ma sœur qui est passée en me disant, c'est les couleurs d'Ikea. Alors là, elle m'a juste mais détruit complètement mon univers chez moi perso. Mais en même temps, bah, c'est pas grave. Moi, je sais que je mets cette intention aussi. Moi, je pense que c'est pas tellement l'univers de Basic Fit, c'est de voir où est-ce que ça va, où est-ce que tu vas en fait distribuer aussi tes box repas pour les sportifs, pour qu'elles puissent avoir de l'impact. Si elles ont de l'impact, parce que justement elles sont bleues et oranges, et c'est des couleurs qui claquent, garde-les en bleu et en orange. Les personnes qui disent ça me fait penser à, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. On aura tout le temps. Ouais. Bien. Mais dis, moi, j'ai une question de moi. On dit que l'idée d'une boîte, ton idée, c'est 10% de la valeur de la boîte. Mm. C'est uniquement 10% parce qu'il y a tout le reste, il y a l'exécution, il y a beaucoup de choses. Et est-ce que tu penses pas que du coup le design ou alors le logo représente, je sais pas moi, Ouf. par rapport au branding, qu'est-ce que Ah, tu pourrais me juste dire? le design, Ouais, par rapport le design, le logo par rapport au branding, le logo, on va dire. juste le logo. Ouais, Euh, En fait, un logo, vous pourrez aussi un peu le faire évoluer. Mais moi qui suis un peu puriste, c'est-à-dire que j'ai du mal à penser une identité visuelle juste avec le logo uniquement. C'est c'est ça qui est parce cool. C'est ça qui est cool. c'est mais parce que oui, un jour, il va y avoir quoi, le logo en fait, il va
Il va, quoi, c'est pour ça qu'après je peux pas te dire, combien est-ce que tu peux faire évoluer. C'est-à-dire que si tu as tout ton univers avec ton univers graphique, je sais tes couleurs qui sont posées, tu peux faire évoluer, ben, un petit peu, comme Jaguar là ou eBay, l'univers de ton logo ou à la marge et ça va pas faire chuter tes bon, l'univers graphique. Il y a un énorme exemple sur Tropicana, sur le pack, où en fait c'était l'orange avec la paille qui était dans justement l'orange au niveau des packs, donc on montrait bien que c'était du jus d'orange qui était directement pris pur jus des oranges. Et un jour, il y a un designer qui a voulu se faire plaisir et qui a fait un très beau flat design. Alors là, pour le coup, le pack était plus reconnaissable, mais c'est pas le logo. Je suis pas puisque le logo ils l'ont fait évoluer, mais c'était pas la problématique du logo, c'était la problématique de l'ensemble de l'univers graphique. Et là, ils ont perdu énormément. Résultat, en un an, ils ont dû tout rechanger et refaire leur pack comme Tropicana comme exemple, vous pouvez le retrouver. Tropicana. Alors, Mathilde, tu penses. Alors, attends, une stratégie d'ambassadeur influenceur TikTok rémunéré au pourcentage, c'est viable? Alors moi, je suis moins spécialiste sur les stratégies digitales. Euh, donc je préfère pas trop répondre à cette question parce que je ne sais pas quel est le taux de ROI en fait sur des campagnes d'ambassadeurs influenceurs TikTok. Après, je trouve que c'est très très cher quand on lance sa marque au début. Il y a d'autres moyens de percer. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça, c'est en fonction. Enfin, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte pour te dire si c'est viable ou pas. Euh, Est-ce que tu as Par les contre, sous déjà? ouais. Est-ce que tu déjà suffisamment de trésorerie? Parce qu'en fait, tu peux pas faire une stratégie d'influenceur TikTok avec 1000 euros pour commencer. Tu peux pas. Faut vraiment avoir une grosse, une grosse, avoir un bon budget comme De digital départ, ouais, de comme départ. digital. Tu peux pas commencer avec 1000 balles. Donc oui, si tu débutes avec 100K, voire plus, voire 500K parce que tu as levé. Mmh. Ouais, et si tu as un produit qui est hyper TikTok, si tu un produit qui est très TikTok, c'est-à-dire ta cible est sur TikTok, à voir. Mais ouais, Après, il y a trop de... l'autre point aussi, c'est ce que disent les marques aussi, c'est que, quand tu as pas un nombre suffisant d'influenceurs, c'est-à-dire qu'avant d'aller, trouver des influenceurs TikTok, il faut déjà que ta marque elle soit déjà un minimum séduisante, tout ce que tu auras pu mettre. Donc c'est-à-dire que c'est pas la première année où tu peux l'envisager. Parce que, là j'ai, une amie qui a un compte qui s'appelle Mamie Pomme, donc c'est sa mamie qui fait des tartes à pain. Ils sont 10 000 sur le compte de Mamie Pomme. Elle a vu un producteur et tout ça pour pouvoir essayer de développer un peu plus. Elle dit: «Non, non, mais en fait, trouve un peu des petits partenariats avec des petites marques qui veulent bien effectivement, te permettre de gagner d'abord en followers, parce que, pour le moment, si tu es pas à 50 000 followers, personne ne te suivra». Donc c'est quoi? C'est que dans la réalité aussi d'aller chercher des influenceurs TikTok, ils sont bien sollicités. Alors soit tu as une tonalité ou un truc parce que tu as justement ciblé des influenceurs où ça correspond complètement à eux, leur combat et là tu leur permets à eux de gagner de la cohérence sur leur marque, heu, mais heu, mais c'est plus difficile. Mais là, sur les business plans que vous faites, vous pouvez très bien, en tout cas, élargir en disant, oui, création d'une communauté plutôt sur les réseaux sociaux, notamment via TikTok, ou Insta. Je pense à ce stade. Vaut mieux commencer par créer sa communauté, comme tu le disais au début, Ouais. plutôt que de directement investir sur de l'influence, sur une stratégie d'influence, ou alors tu as levé 1 million et tu as plein de sous-sous. Alors, tac, tac, tac. Question suivante. Ça c'est bon. Mon produit, ça c'est bon. Euh... Mathilde, tu penses qu'il est préférable d'investir sur la qualité du produit ou sur la présence marketing de la marque? Bah, tu verras que dans tous les cas, tu avances en marchant et pour le coup, c'est 2 choses qui sont, quoi je sais pas Damien ce que tu en penses, mais les 2 sont, il faut que tu t'avances avec les 2. C'est en fait, c'est des pierres, c'est des pierres de ta construction de ta maison.
Est-ce qu'il vaut mieux que tu mettes l'électricité ou la plomberie chez toi? Ça, Il quelle y est a ta pas besoin de vision? répondre. Quelle est ta vision et quelles sont tes valeurs? Et moi, j'ai envie de dire ça aussi parce que du coup, est-ce que tu as des valeurs, Ouais, ça correspond beaucoup avec ta vision. Enfin, voilà, si tu as des valeurs plus éthiques, etc., forcément, tu vas aller sur la qualité du produit. exactement. Si tu veux, est-ce que tu veux que tes acheteurs, tes futurs acheteurs fassent que du one shot, c'est-à-dire qu'ils achètent qu'une seule fois, qu'ils reviennent jamais chez toi, parce que la qualité, elle est un peu moyenne, elle est un peu middle. Enfin voilà, c'est ta vision, mais je pense que voilà, c'est exactement ce que disait Mathilde, hein, c'est ta valeur, ta vision, ta proposition de valeur. Mais tu peux pas construire ton produit sur OK, je dépense plus en market et moins en fabrication. Enfin, pour moi, ça, c'est plus ça. C'est quelle est ta vision, quelle est ta valeur? Et quelle est voilà, quelle est ta proposition donc de valeur? C'est Ouais. finalement, Patagonia en fait ne pourrait pas vendre des vêtements qui ne sont pas, heu Ouais, conçus pour durer. je me demandais si les gens qui viennent, Je sais pas s'il y a bien demain. Comment? Allô? J'ai une question. Il y a une question? Non? Allô? Tu C'est m'entends? Léa Le. Ouais, Léa Le. Attends, il y a d'autres questions. Alors, question, allez, à 1000 balles. Que faut-il pour obtenir un partenariat avec Coca-Cola quand on débute sa marque? Je pense que même couché, ça marche pas. Donc Ouais. déjà, mais non, ah oui, c'est vrai que tu as enregistré en plus. J'aurais pas dû dire un truc pareil. Tu Mais peux, hein. Tu peux faire des blagues. hem En fait, séduire un partenaire, il faut quoi, pour avoir un partenariat, il faut pouvoir le séduire. Finalement, c'est aussi tu peux très bien dans ta stratégie de prospection aussi créer des personnes le travail des personas, il peut être pour travailler tes cibles, mais il peut être aussi pour ton travailler pour, si tu es un business développeur, tu peux créer des personas pour essayer de mieux comprendre comment tu vas les approcher, quelle communication, quel discours. Je vois là, sur LinkedIn, en ce moment, il y a des débats sur la façon dont les gens parlent sur LinkedIn. Est-ce que tu mets du tu direct? Est-ce que tu mets du vous? Là, moi, j'ai des personnes sur Mademoiselle Monsieur qui font de la prospection pour apporter des leads sur Mademoiselle Monsieur, qui me font même des visios. C'est, mais je pense il a pas travaillé son persona avant parce que ça passe ça passe pas. Mais, et donc, après pour obtenir un partenariat avec Coca-Cola quand tu débutes ta marque, Heu, je suis pas sûre que ce soit parce que, je suis pas sûre que ce soit la bonne stratégie d'aller trouver un partenariat avec Coca-Cola, parce qu'ils sont très, très approchés et quand tu es personne, il va falloir c'est un peu ce qu'on disait aussi sur la communauté tout à l'heure, il va falloir que tu leur apportes un partenariat, c'est une négociation commerciale. Il faut voir quelle est la valeur ajoutée qu'ils ont à créer ce partenariat et quand toi tu débutes tout juste ta marque. Pour moi, le partenariat, il va plus dans le côté sécurisation du modèle économique. Donc ça vient après avoir validé ton modèle économique. Ah oui, Euh, ouais, toutes les grandes marques qui existent, les partenariats sont arrivés au moment où tu sécurises ton modèle. Et donc en fait, comment tu sécurises ton modèle? Tu as trois façons, hein. Tu brevettes, tu fais des collabs et tu diversifies. Il y a pas, mais ça va une fois que ton modèle économique il est validé. Donc commencer avec une collaboration, ben tu vas te faire bouffer et aussi. ou alors tu vas te faire utiliser. Par exemple, Decathlon, n'imaginez jamais une collaboration avec Decathlon. Decathlon, oui, en fait, ils ont de tels R&D, ils ont de tels ingénieurs en interne et ils ont les meilleurs de France, hein, je pense, voire du monde, que en fait, il est impossible de vendre. Enfin, pour vendre déjà chez Decathlon, c'est très compliqué. Mais en plus d'imaginer des collaborations, je vous assure, enfin, moi, je vais vous éviter de perdre du temps. C'est n'y pensez pas. Et Pas au début, ouais. ouais, pas au début. Mais ça viendra une fois que votre modèle économique il sera sécurisé. Donc tout ce qui est collaboration, diversification,
et breveter, enfin breveter. Il faut breveter, ça dépend. Au début, on peut breveter simplement avec une enveloppe solo, mais ça vient vraiment dans un second temps, quoi. Il y avait une question pour Alors, une Pépite, je crois. question pour Pépite. Pour intéresser des investisseurs à investir dans notre produit, comment faire? Qui des marchés participe à des concours? Y a-t-il des concours d'innovation organisés par des grands groupes comme Danone ou Nestlé? Faut regarder tous les appels à projets, en fait. Ouais. Alors, attends. Orsolia, je vais voir ton projet. N'écrivez pas dans le chat, sinon ça me fait tout bugger. Orsolia. Feedbox. Ah oui, c'est la Feedbox. Euh, Pour intéresser des investisseurs, alors, les concours, c'est bien. Les concours, c'est top. Ciblez vos concours. Parce que si vous faites 1000 concours, qu'on vous voit tous les ans sur des podiums, etc., et que votre produit, il n'a pas bougé, au bout d'un moment, on va vous dire, ah, c'est cool, vous êtes connu, mais par contre, vous n'avez pas trop évolué. Parce qu'en fait, les concours, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à préparer le concours, à préparer ce qu'on va dire, à préparer les dossiers, les pitch decks, les pitchs, etc. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ciblez les bons concours. Qu'est-ce que vous voulez vous? Qu'est-ce qu'ils vont vous apporter? Mmh. Et voilà. Donc, Ils ont beaucoup le critère aussi, hein. Moi, ouais, quand il y a beaucoup de j'ai été critères. incubée aussi, par la ruche là, c'était cohérent en fait, être incubée par la ruche, c'était cohérent parce que mon association, heu, était d'économie solidaire et sociale. Donc trouver aussi les ça fait aussi partie de votre stratégie, des concours qui soient cohérents avec votre produit et je trouve ça intéressant parce que tu mets aussi que, par exemple, il y a peut-être des concours d'innovation par des grands groupes comme Danone ou Nestlé. Oui, pour eux, même dans leur, stratégie RSE aujourd'hui, vous pouvez très bien, vous faire incuber, mais vous allez voir dans les critères, souvent, ils demandent 2-3 ans déjà aussi, votre, minimum viable product qui est, validé, votre, concept validé, avant de vous intégrer en fait, sur leur stand de Vivatech, par exemple. Après, je pense que dans l'ordre, si tu veux, Crack Campus, c'est un super premier concours. Et après, si l'aventure te plaît, continue sur Pépite. Nous, on a des prix Pépite et après, on a des prix régionaux, des prix au national. Et ça te permet déjà de te tester. Et une fois que tu t'es testé, voilà, vraiment que ça te plaît, ben après, tu te fais, enfin, voilà, nous, on t'accompagne sur Pépite Il y en a beaucoup. pour monter en compétences, etc. Mais après, les concours, faut faire attention de ne pas se couper l'herbe sous le pied. Et, et ne pas passer. En fait, vous n'êtes pas des bêtes de concours. C'est-à-dire que si vous êtes si vous faites le concours Lépine parce que vous avez inventé quelque chose, c'est super. Si vous avez vraiment une innovation très différente ou une valeur, enfin une vision des valeurs très différentes, ok. Faire des concours, ok. Après, aller chercher des investisseurs, ok. Pourquoi, comment? Ça pareil, c'est une question qui se pose. Moi, j'ai des potes qui ont jamais levé et parce que en fait, j'ai un pote qui veut être mon associé. D'ailleurs, Antonin, tu connais bien parce que tu l'as vu avec moi. Il l'a fait, mais sans vouloir jamais lever d'argent. Parce que il s'est dit, je vais prendre la visibilité, mais par contre, je vais pas prendre l'argent. Parce que la visibilité, ça va me rapporter beaucoup plus que l'argent. Parce qu'une fois que vous prenez l'argent d'un investisseur, vous prenez pas son argent, en fait. Si vous le prête, ouais, voilà, vous êtes, c'est comme un mariage avec quelqu'un qui est un peu toxique. Parfois. Parfois. Et du Ça se coup, passe en fait, bien c'est, aussi, hein, de temps ah, en temps. parfois, non, 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 je rigole. Non, mais ça peut être, ça parfois, ça peut être, voilà, il rentre au bord de votre entreprise et du coup, après, ben, vous devez rendre des comptes. Il a une partie de votre boîte, il possède une partie de votre boîte, ou alors, ben ouais, il prend les décisions avec vous, quoi. Donc, avoir des investisseurs, avoir plus d'argent, oui, mais pourquoi, comment et à quel prix? Ouais, Tu posais une question aussi sur l'incubation. ouais. Être incubé, c'est souvent des programmes d'incubation. C'est-à-dire que c'est quand on regarde sur les concours, mais si tu commences à t'intéresser aux concours, tu vas voir qu'il y a des concours qui vont te permettre juste de gagner, des rencontres. Tu vois, si tu vas pitcher, devant une table de personnes qui vont ça peut être de la visibilité. Tu vas avoir des concours pour gagner justement un programme d'incubation. Ça veut dire que tu es accompagné. En fait, incubé, c'est que tu es accompagné pendant 1 an.
Moi, sur la rue, j'étais incubée pendant 9 mois. Donc, au début, il y avait le pitch, le truc pour pouvoir gagner cette incubation. Et donc là, j'avais des mentors qui m'accompagnaient en finance, en branding, non pas en branding, mais sur justement les BP, sur le crowdfunding, sur d'autres choses, etc., selon ce que j'avais besoin. Ça permet aussi d'ouvrir des portes de certains investisseurs, quoi. C'est grâce à mon incubateur que justement j'avais pu pitcher sur le stand de Vivatech de KPMG. Et là, il y a des incubateurs qui prennent en phase de démarrage ou en phase d'accélération. Et là, par rapport à vous, c'est plutôt du démarrage. Mais il y en a quelques-uns. Et c'est pas du 100%, hein, ça. Une fois par mois en général. Ils demandent en présence. Tac, tac, tac. Comment obtenir le diaporama? Vous allez tous me mettre votre adresse mail si Mathilde veut bien. Vous allez tous me mettre votre adresse mail dans le chat. Et puis moi, je vous l'envoie tout de suite après. Est-ce que ça vous va? Parce que la Et là, rediff du Zoom, vous n'aurez pas le début, c'est dommage. alors, la rediff du Zoom, alors, surtout, vous le dites à personne, mais j'ai oublié. Bon, maintenant, je suis con parce que du coup, voilà, ça va enregistrer. C'est enregistré. Donc, il manque 20 petites minutes. Voilà. Mais bon, voilà, vous êtes sympa, vous le direz pas. Ouais, vous mettez tous vos... Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, Charles, tu as une question longue. Ah oui, j'ai une question, moi c'est plus pour Mathilde, mais ça sera, bon je dis langue, mais parce que ça sera de langue, on va dire, en compréhension et en interprétation. En fait, moi, comme on dit, moi, mon projet à moi, c'est la création de labels d'édition et Mhm. d'accompagnement de jeunes talents uniquement étudiants. C'est-à-dire, là, je commence dans le domaine de la littérature, après je ferai dans la musique, dans le cinéma. C'est-à-dire accompagné de gens, c'est plus justement étudiants, ceux qui n'ont pas encore rien fait, qui aimeraient le faire, et accompagné financier, marketing, administration, tout ce qui est le panel que l'on a un artiste pour se développer. J'aimerais savoir, moi, quels seraient les conseils pour avoir un bon branding quand on parle dans cette vision-là. Ouf. Bah, là, pour le coup, effectivement, il me faudrait, oui, ça peut être, si tu as 3 heures, il faudrait travailler dessus. Après, intuitivement, un peu comme ça aussi, je pense que, faut que tu regardes, tu parles en fait, tu croises, ces 4 zones un peu de tendance. Moi, j'irai regarder sur les tendances, les néo-labels d'édition pour regarder un petit peu quelle énergie, parce qu'elle est s'inspirer aussi de personnes qui ont déjà les pieds assez solides. J'irai regarder justement euh, les tendances ou comprendre les jeunes dont tu parles. Ça, c'est encore assez pour se dire quels sont un peu les modèles d'influenceurs, quelle est leur pop culture à eux. Et je pense qu'il y a aussi tout un discours autour de ton de ce que tu viens d'exprimer là très rapidement sur un peu propulseur, l'empowerment, l'accompagnement, ouais. Oui, c'est ça. Qui peuvent être des pistes un peu justement pour construire. Merci beaucoup. Il y a Eileen, qui est une entreprise de cosmétiques naturels et faits main centrée pour le moment sur le maquillage et plus précisément sur des glosses. Euh, donc, en gros, entreprise cosmétique naturelle, fait main, gloss, qui demande, hop, quelle est la meilleure stratégie de communication qu'elle peut avoir en tant que petite entreprise qui vient de se lancer. Cosmétique, fait main, gloss, c'est quoi les autres mots? Gloss, C'est tout. gloss, c'est ça, hein, Ouais, gloss, ça fait briller les lèvres, c'est ça? ouais. Je suis nul en gloss. Là, je pense qu'à mon avis, déjà, la difficulté sur le cosmé, c'est un marché qui est assez saturé, mais qui n'est pas du tout impossible, hein. Mais résultat, il faut être assez. Faut bien regarder, mapper un peu, justement, quels sont les acteurs. Je pense que là, dernièrement, tu vas avoir, et il faut pas que t'enfermer juste sur le gloss, mais sur, tu as les très gros, on va dire d'un côté, où toi, forcément,
tu vas t'en éloigner, un peu plus. Mais tu as aussi, plein de petites marques de cosmétiques. Je pense à Tiger Tiger, je pense à aussi, ces nouvelles marques un peu, des stars, de Rihanna, je les connais pas, moi, mon secteur est pas forcément à fond marketing, ce que je le cosmétique, pardon, donc je le vois un peu de loin. Mais tu auras plus de chances en termes de stratégie de branding d'aller oser de la disruption, d'aller, alors, waouh, ça c'est bien un mot d'agence, mais d'aller oser un peu, un truc assez, assez singulier, que ce soit dans ta stratégie de communication, que ce soit dans la tonalité de voix justement. En cosmé, ils travaillent énormément, hein, surtout sur les nouvelles marques, les tonalités, l'approche, heu et et si tu as justement des convictions un peu à plus forte valeur ajoutée, parce que sur j'ai l'exemple de Lush. Moi, j'avais fait travailler les étudiants où Lush, tu vois, ils ont abandonné en 2021, je crois, les réseaux sociaux parce que c'était pas bon pour la santé mentale justement de leur cible. Donc c'était après, par contre, c'était Vraiment sur le très marketing sensoriel. ouais. Et eux et par contre, ils travaillent à fond sur par contre les gars, vu qu'on n'a plus nos réseaux sociaux, on a par contre besoin de vous pour pouvoir être les vrais ambassadeurs, de la marque. Mais ils sont hyper convaincus Lush. Lush, ils ont fait aussi, ils faisaient, des combats contre les animaux et ils faisaient des accroches en boutique, de personnes qui avaient une sorte de combinaison et comme s'ils étaient en train de pêcher la personne avec des gros hameçons, pa et c'était assez, regarde les communications de Lush qui sont très engagées, qui sont assez inspirantes, je trouve, pour, là-dessus. Mais toi, il faut que tu trouves finalement quel est ton why justement derrière cette marque de cosmétiques. Ouais, bah, ouais, c'est ça. Et puis, alors moi, je trouve que je suis pas la cible, hein. Je trouve que les communications, en tout cas, pour les produits cosméto et naturels, sont hyper chiantes. Je trouve que c'est hyper, alors le beige, c'est bon, on a vu beaucoup, mais c'est beige, c'est transparent, c'est assez fadasse, quoi. Mais Ouais. je suis pas la cible. Mais je suis pas la cible. Et puis parce qu'en fait ça passe, c'est-à-dire que maintenant il y a eu aussi l'homogénéisation. Les marchés, c'est aussi toujours la même chose, c'est-à-dire que tiens, tout d'un coup, il y a plus d'assez de naturel. Merci beaucoup Benjamin qui est parti ou qui s'en va. Tout est très naturel. Il y a pas de naturel, il y a que des couleurs hyper flash. Donc paf, tout d'un coup, il y a le marché qui se dit: «Bah oui, mais pour me différencier, je vais faire du craft» et là, paf, tout le monde est au craft. Bon, bah là, finalement, dans le craft, dans cette nuée de craft, il faut revenir avec des couleurs plus pop et c'est ça, c'est des cycles, en fait. Eh ben, je crois qu'il y a plus de questions. Je crois que j'ai pas mal de mails. Est-ce que c'est plus clair Euh, pour vous le branding? J'espère. Sinon, c'est ouais, Claire, c'est bon. Grégoire, Éline, Antonin. Ça va, Antonin? T'es toujours là? T'es toujours vivant? Je te démute. merci beaucoup. C'était parfait. Merci, 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 merci. Bon, t'inquiète, merci, c'était parfait. Merci, Alors, merci, Mathilde, merci moi, je la beaucoup. connais depuis longtemps. Oui, c'est une femme parfaite. Je la connais depuis, c'est un peu une amie. Et je vous le dis, elle est un peu, Un peu. elle est un peu parfaite. À part ma porte jaune et bleue qui sont mon Alors, couloir. ça fait très Majorelle. C'est Majorelle. Mais oui, c'était ça. C'est ça en plus? Ah oui, Tu vois, mon inspiration est plus majorelle. En fait, faudrait pas j'aurais que dit j'invite ma Majorelle. sœur. Tu Ouais. vois? Il te faut des mots en fait. Il te faut des mots dans ton entourage. Bah, merci Euh, beaucoup en tout cas pour cette expérience de vie. ouais. Un peu, Claire, t'es un peu moins perdu, c'est ça? Non, non, c'était un peu une amie. Ah, un peu une amie. Ah, tu sais, le mec qui aime pas trop montrer. Allez, Claire, c'était un plaisir de te revoir. Guillaume, très content. T'es où, Guillaume? T'es dans quelle université? Orléans, Orléans, ok. Québec.
Je serais curieux de savoir où tu vas. Mais de toute façon, on se verra la prochaine jure. Mais Le 23? comment? Le 23, enfin, la journée, là, le 23. Non, ça c'est ça c'est la journée locale. Mais après, on Ok, se revoit tous. Il y a une journée régionale bientôt. Je sais plus quand. Et ok. on se verra tous. Et ouais, je serais curieux hésite pas Ouais, à ok. me checker Damien Dumont sur LinkedIn. Et je serais curieux de voir ouais, où tu vas, etc. Mm. Ok. Bah Ça là, m'intéresse je suis beaucoup. au tout début, donc. Ouais, de Mais, toute façon, faut prendre le temps, hein. mm, Faut c'est prendre un le temps, marathon. il faut se faire kiffer. C'est un marathon, pas un sprint. Et c'est exactement Exactement. ça. Tout à fait. Bah, merci en tout cas. Euh, Avec plaisir. Merci. Bonne Salut soirée. Bonne Charles, soirée. salut Grégoire, salut Éline, salut Antonin, salut Merci, Orsolia, bonne salut soirée. Claire, salut Olivia, salut ma Claire. Ouais. À bientôt Claire, je te fais des bisous et puis Merci, au revoir. on se voit vite quand t'es Merci. dans le coin, hein. Je t'entends plus. Ah, ça y est, tu m'entends là? Ça y est. Ouais. Ça y est, à bientôt, ouais, ça m'a fait Ah, plaisir. ah, ouais, moi aussi. Ciao Claire. Bah ouais, salut. Matt, attends, faut que je prenne toutes les adresses mail. Ouais, qu'elle ferme pas. Ça, c'était Ouais, osé de non mais attends.